Bonjour et bienvenue pour cette Oncodé. Alors vous le savez peut-être, cette année, évidemment, crise pandémique oblige, la Onco Week a laissé la place à un Oncodé. C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Nous avons le plaisir de vous accueillir, vous qui nous avez rejoints au siège de la Dépêche du Midi, aux côtés de la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne. Vous verrez que la lutte contre le cancer, malgré la pandémie, reste d'actualité malheureusement. C'est un événement donc, que nous avons digitalisé. D'habitude, nous vous accueillons dans nos locaux pour pouvoir échanger directement. Là, vous pourrez poser vos questions directement dans le petit onglet questions-réponses que vous avez sur Zoom. Ça vous permettra à la fin d'obtenir des réponses des chercheurs que je vous présenterai tout à l'heure et qui sont avec nous. Alors, des chercheurs qui vont vous présenter des projets parce que la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne accompagne des chercheurs financièrement, les soutient financièrement, et on a besoin également du soutien évidemment du public à travers vos dons pour pouvoir soutenir ces projets de recherche. L'objectif de cette rencontre ce matin, c'est vous présenter concrètement à quoi sert l'argent des donneurs, et vous le verrez à travers trois projets très clairs qui vous expliqueront les avancées que permettent de réaliser les dons réalisés par les particuliers. Alors, pour commencer, je vais tout de suite passer la parole au docteur Annie Brouchet, qui est la présidente du comité de Haute-Garonne de la Ligue contre le cancer, qui va vous présenter la Ligue et puis ses actions. Je vous invite à me rejoindre. Bonjour. Voilà, alors le 4 février, c'est la journée mondiale du cancer. Oui, là, donc 4 février, journée mondiale du cancer, et à Toulouse, la Ligue, en partenariat avec la Dépêche du Midi, organise cette réunion pour donner la parole aux chercheurs. La Ligue existe depuis 102 ans. Ses missions sont centrées sur 3 objectifs: le financement de la recherche médicale, l'accompagnement des malades atteints du cancer et la participation active à la prévention du cancer. Aujourd'hui, cette rencontre est organisée autour de la recherche médicale avec la présence de 3 équipes de chercheurs qui sont soutenues par le comité de la Haute-Garonne. La Ligue est le premier financeur privé de la recherche médicale en France. En 2020, nous avons financé 24 projets sélectionnés par le comité scientifique et à la hauteur de 587 000 €. Nous soutenons également 2 équipes labellisées en couvrant leurs frais de fonctionnement sur une durée de 5 ans. Le comité 31, les comités de la région et le siège ainsi ont consacré en 2020 2,2 millions d'euros pour le soutien de la recherche médicale. Les dons sont exclusivement des dons privés et nous dépendons d'eux. Nous réalisons toutes les actions qui sont partie de nos projets, mais grâce à la persévérance et à la générosité des donateurs. Aujourd'hui, nous focalisons cette rencontre sur la recherche médicale, en présence des chercheurs qui sont là pour vous exposer leurs travaux et surtout pour répondre à vos questions. Les autres missions de la Ligue, c'est-à-dire l'accompagnement des patients, ainsi qu'avec tous les soins de support que nous réalisons, et puis les interventions réalisées pour la prévention, gardent aussi leur importance. Aujourd'hui, c'est la recherche médicale, mais les autres missions sont toujours présentes et demandent bien sûr beaucoup de participation. La recherche médicale, je vais conclure en disant que la recherche médicale permet d'espérer que certains cancers seront mieux traités, même guéris. Les soins de support aident les malades à mieux vivre leur cancer. Et les interventions que nous faisons pour la prévention sont aussi très importantes et sont surtout utiles aux jeunes, voilà, car ils ont besoin de savoir comment éviter et au mieux cette maladie. Donc je remercie encore les chercheurs, je leur donne la parole, ils sachent que nous soutenons leur action et surtout, je dois le dire, après c'est peut-être pas très élégant, mais il faut dire que nous avons besoin de dons pour nous aider à continuer, poursuivre cette mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup Annie Brouchet pour ces quelques mots. Alors oui, voilà, les dons sont importants, on vous le répétera tout au long de cette matinée. Mais avant de vous présenter les chercheurs qui sont avec nous ce matin, je vais laisser la parole au professeur Loïc Isébert, qui est au service hématologie, vous êtes à l'Oncopole de Toulouse, et vous êtes le président du conseil scientifique régional de la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne, et vous allez nous expliquer à quoi sert cet organe. Merci beaucoup, présidente.
Merci Monsieur Bousquet. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à ce Toulouse Onco Day, malheureusement virtuel, parce que c'est surtout les coronavirus Day en ce moment. Donc je suis en effet avec le professeur Dalinck, scénologue, coprésident du comité scientifique de la Ligue contre le cancer pour la région. Donc nous effectuons cette mission d'abord au sein d'un conseil scientifique qui était dirigé l'année dernière encore par le professeur Mazière, et nous avons maintenant pris la direction de ce comité scientifique. Notre rôle est simple, nous devons juger des projets. Alors ces projets peuvent être de trois natures, et vous allez voir aujourd'hui ces trois natures de projets: sciences humaines et sociales, recherche fondamentale sur le cancer, ou bien recherche appliquée, ce qu'on appelle la recherche clinique auprès des patients. Donc ces projets sont proposés par des équipes de la région, par des scientifiques, des pharmaciens, des médecins, mais aussi des infirmières, des psychologues, etc. Donc en fait, notre rôle, c'est de recevoir ces projets, les faire évaluer par des personnes extérieures à Toulouse. Nous ne faisons pas d'entre nous. Voilà, les projets toulousains sont évalués au niveau, par des chercheurs parisiens, rennais, lyonnais. Enfin bref, nous utilisons notre réseau de connaissances pour faire évaluer les projets toulousains, ce qui fait connaître la recherche de Toulouse. Encore une fois, nous avons la chance dans cette ville d'avoir un outil fantastique qui s'appelle l'Oncopole, qui met à la fois des patients avec des chercheurs, avec des médecins, des pharmaciens, des infirmières, d'un très bon niveau scientifique. Vous allez pouvoir en juger tout de suite. Donc je vais terminer mon intervention comme les autres par vous remercier, puisque la charité, les dons, est la première source de financement pour nos équipes de recherche. Et encore une fois, la Ligue contre le cancer est très bien placée au niveau des organismes caritatifs et qui permettent à nos équipes de travailler et de faire avancer les connaissances et la prise en charge de cette maladie. Merci beaucoup, professeur. Merci pour ces mots d'accueil. Nous allons maintenant passer à la présentation des projets de recherche. Je vais vous présenter les trois chercheurs qui sont avec moi ce matin. Alors, le docteur Geneviève Wilson-Plat, bonjour et bienvenue. Vous êtes pédiatre au service d'hématologie, oncologie pédiatrique à l'hôpital des enfants de Toulouse-Purpan. Jean-Emmanuel Sary, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM et vous êtes responsable de l'équipe métabolisme et résistance thérapeutique dans les leucémies aiguës myéloïdes, excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste, et vous faites partie d'une équipe labellisée par la Ligue en 2018 au Centre de recherche cancérologie de Toulouse. Vous nous expliquerez tout à l'heure votre projet de recherche. Et Cyril Delpierre, vous êtes épidémiologiste. Alors des épidémiologistes, depuis quelque temps, on en entend beaucoup parler, mais qui s'intéressent beaucoup à la circulation du virus, du coronavirus. Vous êtes épidémiologiste à l'INSERM et chargé de recherche au laboratoire d'épidémiologie en santé publique, risques, maladies chroniques et handicap. Voilà. Alors, vous êtes le responsable de l'équipe Equity également. Vous nous parlerez d'incorporation biologique. Et votre équipe a été labellisée par la Ligue contre le cancer en 2018 également sur la construction des inégalités sociales dans le champ des cancers. Et on verra un petit peu comment le milieu social peut jouer non seulement sur la survenance, mais aussi sur le traitement des cancers. Alors, Jean-Emmanuel Sary, vous êtes avec nous ce matin. Merci d'avoir participé à cette journée de mobilisation. Bonjour. Je vais retirer un petit peu mon masque parce qu'on est assez à distance. Alors, vous menez des recherches sur des cancers plutôt agressifs, plutôt rares. C'est les leucémies, c'est-à-dire, pour parler simplement, les cancers du sang et de la moelle osseuse, mais des cancers qui résistent aux chimiothérapies. Alors, expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet-là et puis quelles recherches vous menez. Donc, en effet, c'est un modèle de cancer plutôt agressif et résistant. Ces patients répondent extrêmement bien aux chimiothérapies intensives initialement, mais rechutent assez rapidement et ont une survie générale plutôt faible, et tout ça dû à des mécanismes de résistance. Donc l'équipe, depuis 10 ans, travaille sur ces mécanismes de résistance et un certain type de résistance, des résistances non génétiques. Et nous, on pense que la reprogrammation métabolique des cellules cancéreuses participe à leur survie et à pouvoir résister aux chimiothérapies. Alors, on va en reparler. Alors, pour le grand public qui est connecté avec nous ce matin, pour fixer les idées, les leucémies, est-ce que c'est un type de cancer qui est fréquent? Quel pourcentage des cancers sont des leucémies? C'est plutôt une pathologie cancéreuse rare. On a à peu près 3500 cas en France.
Mais c'est un bon modèle pour d'autres types de cancers beaucoup plus fréquents, comme le pancréas ou le mélanome, dans les mécanismes de résistance, parce que ces cancers solides sont aussi très résistants et avec sûrement des mécanismes métaboliques aussi. Très bien. Alors tout à l'heure, vous parliez du taux de rechute. C'est un peu ça que vous essayez d'éviter avec les résultats de vos recherches. C'est fréquent la rechute dans les cas de leucémie? Oui, la plupart des patients, hormis une leucémie très particulière qui est guérie, la totalité des autres vont rechuter, les patients vont rechuter. Et donc c'est ce qu'on essaye d'éviter ou de retarder. En tout cas, notre prétention au jour d'aujourd'hui, on est assez précautionneux, c'est de mettre en place des séquences thérapeutiques qui vont permettre de faire reculer la rechute et permettre aux patients de vivre dans de bonnes conditions. Et donc, on a quelques idées sur le type de médicaments ou le type d'approche thérapeutique qu'il faudrait mettre en place ou qui sont en train d'être mis en place parce qu'il y a une révolution thérapeutique dans les leucémies aiguës-myéloïdes. Il y a des nouvelles thérapies. Alors, c'est prometteur. On améliore significativement la survie des patients. Mais il se trouve que il y a aussi des rechutes avec ces nouvelles thérapies et par des mécanismes que l'on a observés métaboliques. Donc ça veut dire que c'est des mécanismes plutôt universels que l'on retrouve de façon générale. Alors, vous avez parlé de résistance. On va rentrer dans la mécanique pour bien comprendre l'objet de vos recherches. Vous me disiez, quand on préparait ce rendez-vous, qu'il y a deux types de résistance, soit génétique, soit non génétique. Et votre travail, c'est comprendre pourquoi les cellules s'adaptent, parce qu'en fait, elles reçoivent un stress. Une chimiothérapie, pour les cellules, c'est un stress. Et elles s'adaptent, en fait, pour résister à ce stress. Et malheureusement, ce stress, c'est un traitement. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, en fait... il y a depuis très longtemps l'identification de mécanismes génétiques. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ces aspects-là. Et on a pris un autre angle d'attaque. On s'est dit, bon, la génétique participe, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres mécanismes? Et on a en effet trouvé des mécanismes d'adaptation à des stress générés par la chimiothérapie. En fait, c'est un mécanisme d'évolution darwinienne, dans le bon sens du terme de Darwin, c'est-à-dire, ce n'est pas le plus fort qui va survivre, mais c'est celui qui a les capacités d'adaptation les plus grandes. Et donc, c'est exactement ce qui se passe quand on applique une chimiothérapie ou ces nouvelles thérapies. On va mettre une pression de sélection, dans notre cas, c'est métabolique, et qui va favoriser l'émergence de cellules qui ont les capacités supérieures aux autres à s'adapter à ce stress métabolique. Et donc, vous le retrouvez dans la nature, hein, c'est dans les levures, dans les bactéries, dans les plantes, chez les animaux et chez l'humain. Mais là, en particulier, c'est dans le cadre d'une pathologie. Donc, on essaye de réfléchir à comment inhiber ou réduire cette adaptation pour essayer de prolonger et d'éviter cette émergence de cellules qui s'adaptent et qui peuvent après transmettre ces capacités augmentées d'adaptation. Très bien. Alors, donc, vous essayez d'empêcher ces cellules de muter, de changer, en fait, et qui leur permet de résister au traitement. Aujourd'hui, vous en êtes où? Depuis quand vous avez lancé vos recherches sur cette thématique? Alors, j'avais commencé aux États-Unis donc il y a 13-14 ans. Depuis 10 ans, à l'Oncopole, on travaille exclusivement sur cette pathologie et sur ces mécanismes. Et depuis... je dirais 4-5 ans, on a les fruits de ces premiers travaux avec l'identification de ce mécanisme. On voit On l'a bien compris aujourd'hui, ce mécanisme, ou il reste encore des zones d'ombre? Oui, il reste encore. C'est la beauté de la biologie aussi, hein, le fait de jamais avoir identifié tout, hein, et de toujours pouvoir chercher. Ça fait partie de notre quotidien. On a quand même bien caractérisé cette maladie résiduelle. Je pense qu'on est une des équipes à l'avoir le mieux caractérisée, en tout cas sur cet aspect de résistance non génétique. Et on a maintenant quelques marqueurs de surface de ces cellules qui ont ces capacités d'adaptation. Et on a déposé des brevets sur, ce mécanisme, et deux, sur les marqueurs de surface qui peuvent devenir et qui sont de facto des cibles thérapeutiques. Donc en ce moment, on est en train de développer des anticorps et utiliser un anticorps d'une biotech américaine pour essayer de cibler ces cellules et associer d'autres inhibiteurs de la mitochondrie, parce que c'est une adaptation mitochondriale. La mitochondrie, c'est une usine à produire de l'énergie. Et en fait, le stress
induit par les chimios va favoriser les cellules qui ont cette usine à énergie exacerbée. D'accord. Donc, Alors, vous avez déposé des brevets, vous dites que vous êtes en train de mettre au point des anticorps. D'ici combien de temps? Parce que quand on est patient, voilà, Oui. on est un peu pressé, c'est bien normal. D'ici combien de temps on peut avoir des tests, on va dire, cliniques enfin, je ne sais pas si c'est la première étape d'ailleurs. Oui, c'est la première étape. Donc, associée sur les 2 cibles dont je vous parlais, il y en a une où il y a déjà un anticorps qui est en phase 1, donc on va voir son évolution en association avec la chimiothérapie du reste, dans 2 pathologies, le pancréas et la LAM. Il y a aussi des essais cliniques sur des inhibiteurs de cette mitochondrie. Alors pour l'instant, ce n'est pas en clinique, hein, donc on est très impatient de voir ça, parce qu'on pense qu'on pourrait associer ces différents inhibiteurs de la mitochondrie avec ces chimiothérapies ou thérapies ciblées et faire des cocktails évolutifs pour éviter que la cellule s'adapte et modifier, faire plusieurs cycles d'un cocktail thérapeutique, puis changer ce qu'on appelle la thérapie adaptative et à base, dans notre cas, à base d'inhibiteurs mitochondriaux. Alors même si je sais qu'il est toujours difficile de donner des chiffres, mais est-ce que vous avez une idée de l'impact sur le pronostic que pourrait avoir cette nouvelle approche thérapeutique? Alors, déjà, sur les nouvelles thérapies dont on parlait au début, il y a un impact significatif. Il y a eu un changement aussi de prise en charge des patients, et en particulier les patients les plus âgés. C'est quand même assez compliqué de dire, mais je pense que déjà dans 5 ans, on aura une bonne vision de si ce type de combinaison avec des inhibiteurs mitochondriaux, avec ces anticorps, avec ces chimiothérapies ou ces thérapies ciblées, auront en préclinique, voire en phase 1, donc des essais cliniques, des effets et sont prometteuses. D'accord. Mais l'objectif, c'est à 10 ans plutôt. Hein. Donc à 5 ans, avoir déjà de bonnes validations chez l'animal et chez le patient. Et puis à 10 ans, d'avoir du recul sur l'impact, sur le pronostic. Alors on le voit clairement, vos recherches ont permis une avancée significative. Donc vous l'avez découvert à Toulouse avec votre équipe. Je crois que vous êtes plus d'une trentaine dans votre équipe. Aujourd'hui, oui, on est une des grosses équipes du CRCT, du Centre de cancérologie. Et on est majoritairement financé par les associations. Et depuis 2018, on est une équipe labellisée Ligue. Et le comité de Haute-Garonne participe à cette labellisation nationale. Et du coup, est-ce que c'est le fruit de vos recherches bénéficie, bon, évidemment, j'imagine à Toulouse en priorité, puisque c'est ici que ça a été découvert. Après, est-ce qu'il y a un phénomène de diffusion? Alors, exactement, c'est une chose, et puis c'est la beauté de notre métier, c'est qu'on diffuse nos résultats et que des chercheurs ou des médecins aux États-Unis ou en Australie, et je vous dis ces 2 pays parce qu'on a des collaborations, peuvent prendre nos découvertes et aussi les exploiter. Et il se trouve qu'on est en collaboration avec le MD Anderson, qui est un des plus gros centres de cancérologie au monde. Et ils ont développé un inhibiteur justement de ces mitochondries. Et ils testent chez l'animal et chez l'homme. Et ils ont utilisé notre rationnel. Et le jour où on a publié ce travail qui fait référence maintenant sur la maladie résiduelle, ils étaient extrêmement contents parce qu'ils cherchaient un rationnel et on leur a donné le rationnel scientifique. Bon. Avec les Australiens, on est en collaboration pour développer des biomarqueurs de cette adaptation métabolique. Donc c'est un autre élément, c'est-à-dire dès le diagnostic, on serait peut-être en mesure de prédire la réponse au traitement grâce à un suivi de cette adaptation métabolique et mitochondriale. Donc on a pas mal de résultats intéressants maintenant qu'on confirme en particulier avec les Australiens sur des cohortes de patients et les cohortes toulousaines. Donc on aura accès à plusieurs types de cohortes et c'est comme ça qu'aussi se passe la science. Donc vous partagez, c'est le bien, la beauté aussi de votre métier. Alors un autre volet de vos recherches s'intéresse à la nutrition et vous vous demandez comment la nutrition, c'est-à-dire l'alimentation, peut influer sur l'adaptation de ces cellules. Est-ce que ce qu'on mange, l'environnement, on va dire, nutritionnel de notre corps, est-ce qu'il a une influence sur ces cellules? Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors ça c'est vraiment tout nouveau. Ça fait des années que j'entends parler dans la société et dans le grand public la notion de nutrition, enlever du sucre,
à partir d'un diagnostic chez les patients cancéreux. Et il n'y a jamais eu un rationnel très fort. On sait que les tumeurs mangent beaucoup de glucose, mais on s'en est arrêté à ça. Et en fait, on s'aperçoit, en tout cas dans nos travaux, que cette adaptation métabolique dont je vous parlais, de ces cellules résistantes, était due à la capacité qu'ont ces cellules à utiliser plein de substrats, plein de nutriments. Dans leur environnement immédiat. Exactement. Donc, c'est vrai que moi, j'étais intéressé par cet aspect personnellement, et je me suis dit, on a quand même le sujet de recherche pour voir l'impact de la nutrition et de l'alimentation sur cette adaptation. Et alors, du coup, donc, on a lancé plusieurs projets de master et actuellement dans l'équipe et de thèse, où on va challenger cette adaptation mitochondriale en modifiant certains éléments de l'alimentation. Alors, nous, on travaille sur des souris au laboratoire qui reconstituent la maladie, et donc on va leur changer le régime alimentaire pour voir quels sont les régimes qui vont rendre encore plus agressif cette maladie et quels sont les régimes qui vont améliorer l'efficacité des chimiothérapies en induction, mais aussi des thérapies que nous proposons, des cocktails thérapeutiques à base d'inhibiteurs mitochondriaux. Donc, vous avez déjà des résultats Non, c'est vraiment le début, mais on a une approche extrêmement rigoureuse parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc nous, on travaille sur une pathologie particulière, sur des traitements particuliers. Et pour cette pathologie et ces traitements, peut-être qu'un régime marchera, alors qu'un autre, ce même régime ne marchera pas sur un autre type de tumeur. Donc il faut être extrêmement vigilant avec ça. On est en train de mettre en place des essais précliniques rigoureux en termes de statistiques, en termes de reproductivité, pour pouvoir affirmer de façon plus sérieuse l'impact de la nutrition sur la maladie, sur la capacité qu'aurait en association avec les traitements, je parle toujours avec des traitements, à reculer la rechute dans nos modèles in vivo, nos petits animaux, nos petites souris de laboratoire, et aussi chez le patient, mais il ne faut pas en passer par là. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer un régime individualisé en fonction du type de cancer, du type de traitement ? C'est exactement l'objectif, et de travailler avec un industriel de l'alimentation dans les hôpitaux, c'est aussi notre objectif. Donc, pour l'instant, on va faire des études, on va voir quels sont les régimes. Donc, on travaille sur plusieurs types de régimes, pas tellement le glucose en fait, mais plutôt, nous, ce qu'on a vu, c'était les acides gras et aussi les acides aminés qui jouent un rôle clé dans cette adaptation. Donc, on est en train d'utiliser des régimes alimentaires où on enlève un acide aminé particulier ou un acide gras particulier et voir l'impact sur... Donc, ça va prendre du temps, mais je pense qu'il n'y a que cette méthode rigoureuse qui pourra nous donner des résultats ou des indications et qui pourra être après transférée je dirais, dans la société, quoi. Très bien. Alors, c'est les percées que vous avez réalisées en matière de recherche, le projet sur l'alimentation, la nutrition que vous lancez, ça a été permis notamment parce que vous avez été soutenu par la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne. Alors, expliquez-nous quel soutien in concreto vous a apporté la Ligue. Oui, alors la Ligue, depuis 5 ans, nous soutient, alors soit par la Ligue régionale, soit par la Ligue nationale. On a une labellisation d'équipe, ce qui est un sacré accomplissement. Ça prouve déjà, puisqu'on a été quand même évalué, qu'on a une équipe compétitive, qu'on réalise des travaux de haut niveau, parce qu'il n'y a que les meilleurs qui, pour l'instant, ont ce type de labellisation. Donc pour nous, c'est une reconnaissance. Après, c'est au quotidien un soutien. On a 90 000 euros par an par la Ligue, sauf cette année à cause du Covid. Donc il faut absolument donner. Eh oui, c'est compliqué. C'est très compliqué et ça met en péril certains projets qu'on souhaitait lancer. Ça serait bien dommage. Ouais. Oui, donc évidemment que j'appelle aux donateurs et sans vous, sans la Ligue,
on n'est pas capable de faire ces projets de recherche en France. Ça serait quand même dommage. Donc la Ligue supporte 33 à 50% voilà, à peu près. Ça dépend des années, c'est à peu près ça depuis ces 4 dernières années. Mais aussi supporte quelque chose qui est très important à mes yeux en tant que responsable d'une équipe, c'est de former les jeunes. Et la Ligue actuellement finance 3 contrats doctoraux pour des étudiants en thèse. Donc des jeunes chercheurs. Des jeunes chercheurs et qui vont le devenir. Et pour moi, c'est important de transmettre ce que j'ai reçu du reste. Bien sûr. Et ce que nous avons reçu les plus seniors dans notre équipe. Et on a donc trois thèses qui sont financées, dont le salaire de l'étudiant est financé. Et il y en a un qui traite d'un aspect nutritionnel. Très bien. Voilà. Bon, merci. En tout cas, merci la Ligue et merci les donateurs. Merci en tout cas à vous pour votre témoignage. On voit concrètement que voilà, l'argent que vous recevez de la part de la Ligue vous permet d'avancer et de mener des recherches au long cours, parce que c'est ça la recherche médicale. Ça prend du temps, ça prend des années pour les mises au point. En tout cas, on vous suivra évidemment dans les colonnes du journal et sur notre site internet. Alors, docteur Geneviève Wilson-Pla, vous êtes pédiatre, je le disais en introduction, pédiatre en cancérologie au service d'hématologie, oncologie pédiatrique, donc vous occupez des enfants, l'hôpital des enfants de Purpan. Vous êtes spécialisé dans la recherche clinique, c'est-à-dire à proximité du patient. C'est différent de la recherche dont on vient de parler, qui est une recherche plus fondamentale, plus au long cours. Vous êtes loin des éprouvettes, vous êtes à proximité du patient. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites comme projet de recherche. Alors en fait, on s'occupe de tous les patients en région Midi-Pyrénées qui sont diagnostiqués d'un cancer de l'âge de 0 à 18 ans actuellement. On est une petite population puisque en France, on a à peu près 2500 nouveaux cas diagnostiqués de cancer chez l'enfant au niveau national. Donc on est moins même que les leucémies myéloïdes de l'adulte, mais on existe et on travaille beaucoup. Moi, je suis spécialisée dans les leucémies de l'enfant, donc les maladies du sang, leucémie aiguë myéloïde et leucémie aiguë lymphoblastique. Donc des tumeurs liquides. Des tumeurs liquides, voilà, c'est ça. C'est à peu près la moitié en termes de statistiques des nouveaux diagnostics par rapport au cancer de l'enfant. Et on a mis en place en fait des protocoles qui sont des protocoles de soins à la base de chimiothérapie. Et il faut que je me rapproche mon micro. Et notre travail, donc, est effectivement pas à côté des souris, mais à côté des enfants, au plus près, pour mettre en place des traitements qui vont amener à une guérison, en fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les chimiothérapies sont assez efficaces contre ce type de cancer. Quel est le pourcentage de... Aujourd'hui, alors dans le cadre des leucémies, on guérit à peu près plus de 85% des patients. Pour une idée, dans les années 70, on était plutôt à 20%. Ah oui. Voilà, quand on a commencé à travailler sur les leucémies de l'enfant. Et aujourd'hui, dans les années 2020, on est maintenant à plus de 85% de chances de guérison. Alors, ces traitements sont efficaces, mais ils sont lourds, oui. Ils peuvent avoir des conséquences. Et c'est justement à ces conséquences que vous vous intéressez. Exactement. L'idée, c'était... chronologiquement, les premières années, quand on a travaillé sur les leucémies de l'enfant, c'était guérir ces enfants, en fait. C'était notre priorité, au prix de chimiothérapie extrêmement intensive, qui passait aussi par la greffe de moelle, par exemple. Et petit à petit, quand on a progressé dans ces traitements et dans la guérison, on s'est rendu compte que ces traitements n'étaient pas si anodins que ça et entraînaient des séquelles de vie. Et comme nous, on travaille pour l'avenir, en fait, on guérit les adultes de demain, on a cette image de dire guérir, d'accord, mais bien guérir encore mieux. Dans le temps, en fait. Il faut être en bonne santé longtemps. Exactement. Et donc, on a monté dans les années 2000 une cohorte qui s'appelle la cohorte Léa, qui est une cohorte nationale, qui veut dire leucémie. Alors, c'est un prénom, mais ça veut dire leucémie enfant-adolescent, qui est une cohorte de suivi des patients au long cours, en fait. C'est-à-dire avoir, nous, les moyens d'évaluer au long cours le retentissement sur... pas sur les enfants guéris qui sont devenus des adultes, sur leur santé, leur état de santé, mais sur aussi leur état psychosocial, en fait. Voilà, il y a une part épidémiologique assez importante, en fait, dans cette étude. Et donc, c'est créer une cohorte de patients. Alors, combien ils sont? C'est la cohorte? Alors, actuellement, on est plusieurs centres en France et on a plus de 3000 patients et on a à peu près entre 5 et 6 000 consultations qui ont été faites chez ces patients
adultes. en Donc fait. une partie à Toulouse. Donc une partie à Toulouse. Nous, on a intégré l'équipe Léa dans les années 2016, en fait. On a eu beaucoup de mal à monter ce projet parce que c'est toujours une histoire de financement, hein, c'est-à-dire qu'on est obligé de trouver nos financements pour réaliser cette étude. Et à Toulouse, on a inclus depuis 2016 à peu près 200 patients et on a réalisé à peu près 500 consultations. Très bien. Et alors du coup, ils ont quel âge aujourd'hui ces patients? Parce qu'ils ont dû grandir? Oui, alors en fait, on recrute les patients qui ont été traités à partir des années 80. D'accord. Donc on fait des consultations. Donc c'est des vrais adultes aujourd'hui? Ah oui, c'est des vrais. Oui. D'accord. On fait des consultations avec des gens quasiment de notre âge, voilà, et c'est très riche. C'est très riche parce que c'est un retour sur un parcours qui est très très important et ça prend en charge le patient, mais ça prend en charge aussi son environnement. C'est-à-dire qu'on a des questionnaires qualité de vie qui sont proposés aux patients, mais qui sont aussi proposés à la fratrie, parce qu'on sait très bien que la fratrie, dans cette histoire familiale, elle est très touchée, il y a un gros retentissement, et aussi, on a des questionnaires pour les parents. Ça veut dire concrètement, les séquelles que vous essayez de détecter à travers Oui. cette cohorte que vous suivez au long cours, Oui. elles s'attaquent à quels organes? Est-ce que les reins? Quelles sont les conséquences pour le patient? La chimiothérapie peut entraîner des séquelles sur de nombreux organes. On connaît certains organes plus fragiles que d'autres, comme le cœur, comme les poumons, comme les yeux, comme les os. Voilà, la croissance. Donc, on est très vigilant. Et quand, en fait, on convoque ces patients pour une consultation, parce que c'est une consultation médicale en premier lieu. Vous les voyez à quelle fréquence, ces patients? On les voit en fonction de la pathologie, en fonction du traitement qu'ils ont reçu. On les voit soit tous les 4 ans, soit tous les 2 ans, en fait. D'accord. Les adultes. Hein. Les adultes. Les adultes qui sont déjà guéris de leur maladie, en fait. Voilà. D'accord. Et du coup, donc, vous surveillez un petit peu les séquelles qui peuvent apparaître au long cours. En fait, on fait du dépistage de séquelles. Donc, il y a un intérêt direct pour le patient. C'est-à-dire que souvent, c'est des patients qui ont été perdus de vue, en fait, qui ont été traités très jeunes d'un cancer dans l'enfance, qui sont ensuite passés de temps en temps, mais pas tout le temps, dans le milieu adulte de suivi et qui ensuite ont été, parce que le temps avance et qu'on vit sans cette maladie, donc oui. On perd le contact en fait avec nous, avec les gens qui les ont traités. Et donc il faut les reconvoquer et réaliser une consultation médicale, en fait. D'accord, donc vous détectez ces séquelles, oui. Donc j'imagine que vous menez des examens, oui. Et quand vous en trouvez, malheureusement, ça doit arriver, est-ce que vous les traitez? Est-ce que c'est vous qui les traitez? Non. Ou est-ce qu'ils rentrent dans le circuit classique? En fait, ils sont envoyés aux spécialistes, c'est-à-dire que nous, on fait la consultation médicale, on fait les examens complémentaires, et en fonction des examens complémentaires, si à un moment donné on a dépisté une séquelle ou une anomalie, on envoie vers la personne référente spécialiste. Très bien. Et c'est fréquent, les séquelles? Est-ce que vous en trouvez dans la cohorte que vous suivez? Oui. Oui. Surtout les patients qui ont été fortement traités dans les années 80-90, avec notamment des allogreffes de moelle, où on a vraiment une toxicité sur le système, par exemple, endocrinien, sur la croissance, sur la fertilité. Donc ça, c'est très important aussi de faire le point. Très bien. Et est-ce que vous êtes appelé, une fois que vous avez ce retour terrain, on va dire, des patients traités au long cours, est-ce que vous publiez des résultats, des rapports pour qu'on modifie les traitements quand vous détectez qu'il y a une séquelle qui peut être un peu grave quand même? Oui, c'est exactement ça. En fait, notre cohorte, comme je disais, elle a un bénéfice direct pour le patient, mais elle a un bénéfice aussi direct pour les protocoles de recherche clinique et pour les traitements. C'est-à-dire qu'on publie, parce qu'on a la chance d'avoir une des plus grosses cohortes de patients au long cours traités par des leucémies en Europe, en fait. Et donc, on publie sur certaines séquelles, certains organes. Et ensuite, grâce à ces publications, on peut appuyer des modifications de traitement. Aujourd'hui, en fait, les patients qui sont diagnostiqués d'une leucémie bénéficient de ce travail de recherche qui a été fait sur les patients traités il y a 20 ans. Pour avoir moins d'effets secondaires dans quelques années. Exactement. Très bien. Alors aujourd'hui, donc, vous l'avez dit, 3500 patients suivis, c'est quand même considérable. Évidemment, ça demande des moyens, on en a parlé. Donc en quoi la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne vous a aidé dans votre projet? C'est essentiel en fait qu'on puisse être soutenu par ces associations parce que ça coûte beaucoup d'argent
en fait, de faire ce travail. C'est du travail en plus, en fait, de notre activité au quotidien sur les patients qui sont en cours de traitement. Et ça nécessite beaucoup de temps de ce qu'on appelle, nous, de recherche clinique, en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin de techniciens, d'attachés de recherche clinique qui vont lister les patients, les convoquer, organiser les examens complémentaires et ensuite remplir toute cette base de données patients qu'on a, qui est une base de données nationale. Et donc, la Ligue, cette année, nous a permis en fait de financer un plein temps d'une personne qui va s'occuper de cette cohorte Léa à Toulouse, en fait. Très bien. Et du coup, cette personne, elle est quand même clé, même si ce n'est pas un chercheur à proprement parler. C'est clé pour que le programme puisse être opéré, en fait. Oui, tout à fait. Très bien. On ne pourrait pas faire sans. Et alors, vous avez reçu quel montant de la Ligue pour qu'on donne une idée aux internautes qui nous écoutent ce matin? Alors, cette année, on a reçu 30 000 € de la Ligue. 30 000 €. Voilà. Donc, ça permet de couvrir l'essentiel. Ça permet de couvrir l'année de travail de cette personne. Sachant qu'on a déjà été beaucoup soutenu par la Ligue pour un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'activité physique adaptée. Et donc la Ligue nous a soutenus et nous soutient encore tous les ans pour pouvoir faire pratiquer à nos patients l'activité physique adaptée. Très bien. Alors 30 000 €, ça peut vous paraître important pour vous qui nous écoutez, mais vous savez, les dons, on n'est pas obligé de donner 30 000 € évidemment. Vous pouvez aller sur le site de la Ligue contre le cancer. L'adresse est apparue, vous le voyez, liguecancer31.fr. Vous allez en haut à droite, si ma mémoire est bonne, faire un don et vous voyez que vous pouvez donner 10, 20, 30, 50, 200, quelques centaines d'euros si vous avez les moyens. Et c'est les petits ruisseaux qui feront les grandes rivières et qui permettront à ces projets de continuer. D'ailleurs, ce projet, c'est un projet que vous voulez mener sur combien d'années, en fait, idéalement? Quand on inclut un patient, on l'inclut pour 40 ans. Donc c'est vraiment du long cours. C'est vraiment du long cours, oui, parce qu'il y a des séquelles qui peuvent apparaître 10, 15, 20 ans après en fait un traitement. Donc c'est hyper important. Donc il va falloir transmettre tout ce que vous avez découvert à la nouvelle génération de chercheurs. Ce que nous disait Jean-Emmanuel, de la transmission est importante. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir... C'est vrai qu'on ne parle pas souvent des séquelles qu'on peut avoir à long terme, mais c'est important pour bien guérir, bien guérir dans le long terme. Alors, merci beaucoup Cyril Delpierre, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, vous êtes notre 3e chercheur témoin ce matin. Vous êtes co-responsable de l'équipe Equity. Alors, vos travaux s'intéressent à la distribution de la maladie dans les populations. C'est le rôle clé d'un épidémiologiste. Alors, le cancer est une maladie malheureusement de plus en plus fréquente. Et vous essayez de comprendre le lien entre la probabilité de développer un cancer et le milieu social dans lequel le patient évolue. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez eu cette idée et quelle influence peut avoir le milieu social. On travaille dans l'équipe sur les inégalités sociales de santé. Et par exemple, quand on s'intéresse à la mortalité, ce qui draine le plus la mortalité en France, ce sont les cancers. Donc, de manière assez naturelle, on s'est intéressé au cancer parce que c'est une maladie qui est importante sur la mortalité globale des Français. Et on s'est posé la question du lien entre les conditions sociales ou les conditions de vie des individus, je ne parle pas uniquement des patients, et la probabilité de survenue des cancers. Et une fois qu'on a un cancer, de la probabilité de survie au regard de ces conditions de vie. Et donc on s'inscrit dans les mêmes logiques que ce que vient de dire Geneviève sur le fait qu'on utilise des données de cohorte. On a besoin de suivi très très long pour pouvoir travailler sur le lien entre des expositions et la survenue des cancers. Et donc on a besoin de données multiples et variées pour pouvoir analyser ces liens et publier ces résultats. Très bien. Et alors, en quoi est due la surincidence? Est-ce que vous avez déjà repéré des surincidences, c'est-à-dire une capacité supérieure à la moyenne à contracter un cancer? Donc, pour travailler sur le lien entre les conditions de vie et la survenue des cancers, on utilise des données de cohortes, souvent étrangères, parce qu'en fait, on a besoin de cohortes très très longues. Et donc, on parle de cohortes de naissance avec des gens qui ont, par exemple, 60 ans, 70 ans de suivi. Et ce type de cohorte en France n'existe pas. D'accord. Et donc on utilise souvent des cohortes des pays du Royaume-Uni, des États-Unis ou d'Australie, d'autres pays qui ont ce type de matériel. Et effectivement, on a mis en évidence des liens entre des expositions qui peuvent survenir pendant la grossesse, voire pendant l'enfance, et la survenue de cancer des années après. Alors évidemment, ça passe par différents mécanismes qu'on analyse, mais on a effectivement maintenant des évidences qui montrent que les conditions de vie,
notamment certains types de stress générés qui peuvent jouer sur le système inflammatoire, sur le système immunitaire, sont susceptibles de favoriser la survenue de certains cancers à l'âge adulte. D'accord. Et donc le milieu du travail, j'imagine, peut être un facteur. Les comportements de vie, ce qu'on mange, ce qu'on boit, est-ce qu'on fait du sport ou pas, le milieu social en général. Alors schématiquement, on a deux grands types d'expositions. On a des expositions qui peuvent être liées à finalement ce qu'on appelle des expositions exogènes. Vous avez parlé des comportements. On peut imaginer par exemple l'exposition physique, des expositions chimiques en lien avec notre lieu de vie ou notre travail. Donc c'est des molécules extérieures qui vont pénétrer dans notre corps et à cause de notre milieu social, on est plus ou moins exposé. C'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est des mécanismes qu'on appelle endogènes. C'est par exemple l'isolement, on le voit bien aujourd'hui avec le coronavirus, Oui. le fait d'être seul, le fait de ne plus avoir d'interaction sociale, le fait d'avoir des conditions de travail stressantes, ça va aussi mobiliser des systèmes biologiques particuliers qui, quand ils sont activés de manière chronique, peuvent favoriser la survenue de certains types de cancers parce que ça dérégule notamment le système inflammatoire et immunitaire. Et ça reboucle avec des travaux que Jean-Emmanuel ou que les travaux en recherche fondamentale vont être menés. D'accord. Et du coup, donc, il y a, on va dire, des terreaux qui sont plus ou moins fertiles pour les cancers. Mais une fois que la personne est malade, le milieu, l'environnement du patient contribue aussi dans sa guérison ou sa non-guérison d'ailleurs. Oui, on a donc un lien entre la probabilité de survenue des cancers et effectivement ce type d'exposition. Mais les types de cancers que l'on fait ne sont pas forcément les mêmes. Certains sont plus graves. On essaie aussi de travailler sur la gravité des cancers en fonction de ces expositions. Et il y a effectivement un lien entre nos conditions sociales et notre prise en charge. Et donc là, on a plusieurs axes de recherche et on a un axe de recherche qui s'intéresse à comment nos conditions sociales et territoriales vont être liées à la façon dont on va être pris en charge. Et donc c'est, pour être très caricatural, Oui. c'est est-ce que le traitement que je reçois, il diffère en fonction de là où j'habite, en fonction de mes conditions sociales, et est-ce que ça joue sur la survie? Et alors, est-ce que vous avez un début de réponse à ces questions? On a des éléments de réponse. Alors, comme le disait Jean-Emmanuel, il faut différencier les cancers. C'est pas ce que je vous dis là, ça marche pas pour tous les cancers. Ça dépend des cancers, ça dépend des traitements, ça dépend des mécanismes en jeu. Mais effectivement, on a déjà montré que dans, par exemple, le cancer du côlon, l'accès à certaines chimiothérapies n'est pas le même en fonction de la distance qui sépare notre lieu de résidence à notre lieu de prise en charge. Que certains types de traitements vont être moins souvent donnés en fonction de conditions sociales, non pas parce que les médecins décident de ne pas donner des traitements, mais je vous donne un exemple simplement parce que certains traitements vont nécessiter par exemple qu'on habite proche d'un service de réanimation si on fait des effets indésirables graves, et qu'en fonction de là où vous habitez, vous n'avez pas forcément cet accès qui est garanti, et donc on va adapter aussi les traitements aux conditions de vie. Et ça peut se traduire par des traitements qui sont parfois entre guillemets, moins efficaces. Et il y a parfois, vous me disiez aussi, il y a la compréhension du protocole de soins, parce que voilà, c'est pas juste prendre un cachet, hein, c'est un traitement lourd et qu'il faut expliquer au patient, et en fonction peut-être de son milieu social, de sa capacité à entendre ce message, il y a un succès ou un moindre succès du traitement. On parle de littératie en santé, en fait, la capacité que chacun d'entre nous a à comprendre les messages sur le domaine de la santé. Et en cancérologie, les traitements sont lourds. La phase active de traitement plus la phase de suivi, ça nécessite de multiples partenaires, un parcours complexe, et ça, c'est pas forcément facile à comprendre. Et sur les pathologies dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est souvent des traitements chroniques à prendre de manière régulière, de manière précise, et ça, c'est pas forcément facile. Et donc, effectivement, il y a des éléments de la compréhension des individus qui peuvent jouer sur le succès d'une prise en charge. Très bien. Alors là, vous avez démontré l'existence de l'importance de l'environnement dans la survenance et dans le traitement des cancers. Est-ce que vous apportez des pistes d'action corrective pour essayer de limiter l'influence négative de l'environnement? Donc, sur la partie étiologique pour quelles sont les expositions des conditions de vie qui peuvent jouer sur les cancers. Là, on est dans une démarche de trouver des nouveaux facteurs de risque et donc de pouvoir après s'en protéger et intervenir dessus. Et sur la partie effectivement traitement, oui, les cliniciens avec lesquels on travaille dans l'équipe utilisent ces résultats pour après adapter des traitements ou des prises en charge. Je vous donne un exemple. Si vous habitez loin d'un service de soins, la télémédecine, des organisations différentes du système de soins peuvent permettre d'apporter les traitements là où les traitements n'arrivaient pas. On le voit bien aujourd'hui avec les vaccins.
l'organisation des vaccins pour pouvoir les distribuer partout et à tout le monde, ça pose des questions d'adaptation du système de soins. Et typiquement, certains de ces travaux peuvent servir à ça. Et est-ce que le système de soins est assez adaptable justement pour s'adapter à ces patients? Ou est-ce que, enfin, on connaît les lourdeurs de notre pays. Est-ce que quand j'habite en milieu rural, je pense, voilà, je suis au fin fond du Lot ou de l'Aveyron ou de l'Ariège, est-ce que le système de soins peut s'adapter pour que mon cancer soit bien suivi? C'est compliqué parce qu'ils s'adaptent moins que nos systèmes biologiques à nous. Jean-Manuel parlait d'adaptabilité, c'est moins efficace. Mais à la décharge, c'est moins darwinien voilà, alors. Mais à la décharge du système de soins, on ne peut pas avoir le transfert des travaux de Jean-Emmanuel dans la vraie vie vont se faire dans des centres d'excellence. Parce que pour réunir tous les savoirs et toutes les compétences au même endroit, il faut des centres d'excellence. Et donc, on ne peut pas imaginer avoir un centre d'excellence à 10 minutes de chez soi, partout sur le territoire. Donc, il faut aussi réfléchir à comment, une fois que ces connaissances ont été produites, comment les diffuser et les amener jusque là où habitent les gens. Donc, alors tout à l'heure, vous listiez, enfin vous nous évoquiez les risques d'exposition de l'environnement. Ben, si on travaille dans un atelier qui produit la poussière de métal, par exemple, est-ce que, moi je me mets à la place des gens qui nous écoutent ce matin, je dis voilà, j'aimerais bien avoir la liste des risques qui m'entourent pour pouvoir m'en protéger. Est-ce que ça existe, cette base de données accessible au public? Est-ce qu'il y a des publications simples d'approche? Elle existe en partie sur les plus gros facteurs de risque. Les plus gros facteurs de risque sur le site de l'INCa, j'imagine aussi sur le site de la Ligue, vous allez avoir des listings des gros facteurs de risque, donc tabac, alcool, obésité par exemple. Il va y avoir après l'activité physique, etc. Puis après, vous avez aussi d'autres facteurs de risque qui sont des facteurs qui travaillent dans le champ de la recherche. Et je rejoins totalement Jean-Emmanuel sur la nutrition. On est des fois face à une situation qui consiste à parler de facteurs de risque alors qu'au niveau scientifique, ce n'est pas encore stabilisé. D'accord. Typiquement, la nutrition, ce n'est pas qu'un facteur de risque. C'est aussi un facteur protecteur. Et essayer de comprendre ce qui est protecteur et ce qui est un facteur de risque, c'est compliqué. Et donc, j'entends plein de facteurs de risque qui aujourd'hui ne sont pas assis sur des évidences scientifiques très fortes. Et donc, voilà, les rayonnements, tout ce qui peut être pesticide ou perturbateur endocrinien, il y a des liens. Dans des modèles animaux, on voit des choses. Et après, le traduire chez l'humain, c'est compliqué. Oui. Parce que moi, je travaille en population humaine. On est exposé à plein de facteurs de risque depuis très longtemps. Et arriver à décortiquer tout ça, ça nécessite beaucoup de données, de faire des analyses et beaucoup de temps pour assurer que le résultat est stable. Ben justement, alors le temps, les ressources, vous en bénéficiez grâce au soutien de la Ligue. En quoi la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne vous soutient dans vos recherches? Donc, notre équipe est labellisée depuis 2018 par la Ligue. Donc, on reçoit 75 000 € par an de la part de la Ligue et ça nous permet de pouvoir mener ces travaux. Par exemple, ça nous permet de pouvoir collecter des informations que l'on n'a pas, qu'on va aller rechercher dans les dossiers médicaux, qu'on va aller rechercher auprès des patients. Ça nous permet aussi de pouvoir faire des analyses. Donc en fait, grâce à cette somme, on peut payer une partie de collecte de données et une partie d'analyse pour nous permettre de produire les résultats. Très bien. Donc c'est un projet que vous voulez encore mener de longues années? Parce que c'est important la durée dans vos recherches? Oui, c'est important. En fait, depuis 2018, on est financé. On a déjà des premiers résultats dans certaines localisations cancéreuses. Et effectivement, si ça s'arrêtait en 2023, c'est dommageable puisqu'on a commencé à mettre en évidence certaines choses et qu'on a envie de les continuer. Et le temps de la recherche est un temps long. Et voilà, le temps des médias et le temps de la recherche ou le temps de la diffusion des savoirs n'est pas tout à fait le même. Et donc, effectivement, on s'inscrit dans le long terme. Pas tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Je trouve que vos trois projets de recherche, vos champs de recherche sont assez complémentaires. Et en fait, on voit qu'ils ont des liens les uns aux autres, puisque les informations remontent. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, les dons sont indispensables. On va réafficher sur vos écrans la slide qui vous invite à faire des dons à la Ligue contre le cancer 31. Donc vous allez sur Internet et vous n'hésitez pas de donner. En plus, c'est plutôt bien fait parce que vous savez que quand vous donnez, vous avez droit à une réduction fiscale, un abattement fiscal. Et en fait, quand vous donnez 100, en fait, ça ne vous coûte pas 100 au final puisque vous avez 33% d'abattement fiscal. Donc n'hésitez pas. On va aujourd'hui maintenant ouvrir le temps des questions-réponses. Donc vous avez un petit onglet questions-réponses sur votre interface Zoom.
Donc vous pouvez les poser, elles s'afficheront chez nous et puis les chercheurs tenteront d'y répondre. L'idée étant surtout de s'interroger sur l'avancée de la recherche plutôt que sur des cas personnels s'il y en a parmi vous. On ne fait pas de consultation en oncologie à distance, mais en tout cas, si vous avez des questions sur la recherche, sur la prévention peut-être, les chercheurs qui sont avec moi pourront y répondre. Alors, on a déjà reçu 3 questions en fait avant même cette matinée. Alors, je vous lis la première et vous allez me dire qui veut bien y répondre. Alors, en soins depuis 7 mois, je m'interroge sur l'alimentation à privilégier, la suppression du sucre, on en a parlé tout à l'heure, l'activité physique, bref, tout ce qui peut agir sur les lésions et leur diminution ou régression, sachant que je viens d'apprendre que mon cancer, c'est bien bien précisé, se transforme en maladie chronique. Alors voilà, est-ce que la nutrition, est-ce que quand on accompagne un patient, on le traite évidemment avec des chimiothérapies, mais est-ce qu'on essaie dès à présent de lui adapter son régime ? Si je peux... Oui, vous pouvez enlever votre masque. Oui. Si je peux répondre à cette question, c'est justement parce que j'ai ce genre de questions, nous avons ce genre de questions, les médias transmettent ce genre de questions depuis des années qu'on met en place ce programme. Je ne peux pas répondre, mais évidemment, comme l'a dit Cyril, la nutrition peut être bénéficiaire pour le patient, mais elle peut être délétère et pour l'instant, moi, je n'ai pas de réponse concrète, mais oui, c'est un point, je pense, extrêmement important. C'est quelque chose qui est systématisé, les conseils alimentaires quand on rentre dans un traitement. En clinique, je pense au service d'hémato, ils donnent un certain nombre d'informations, mais pour l'instant, on n'a pas de grande direction, en tout cas dans notre pathologie. Mais je suis convaincu que l'alimentation joue un rôle clé dans la rechute. Oui, d'accord. Et puis c'était, je ne sais pas si vous avez... L'année dernière, dans le cadre de séminaires grand public, une question qui a été posée, c'est est-ce qu'il y avait des aliments anti-cancer ? Et en fait, la réponse est non. Si on a en tête qu'il y a un aliment qui est bénéfique et qui va empêcher les cancers, la réponse est non. Donc il y a des liens entre l'alimentation et les cancers. Ça varie en fonction des cancers, ça varie en fonction du moment probablement de la maladie. C'est pas la même chose en termes d'incidence ou en termes de prise en charge. Et donc il faut vraiment ne pas avoir en tête qu'il y a un régime particulier, bénéfique, bon pour tout. Et on entend parler par exemple de la diète, c'est typique. Ne pas manger serait bénéfique, sauf que dans certains cas, ne pas manger, c'est beaucoup plus risqué puisque ça peut créer des troubles et se retrouver dans une situation où pour faire face au cancer, on va être dans un état de trop grande fragilité si on ne s'est pas suffisamment alimenté. Donc il faut vraiment qu'on ait en tête qu'il n'y a pas de régime particulier. Sinon, ça ferait longtemps qu'on l'aurait conseillé et qu'on l'aurait dit. Donc pas d'aliments anti-cancer. Très bien. Oui, Geneviève. Le particulier qui guérit les cancers, ça c'est évident, c'est pas prouvé. Par contre, l'activité physique adaptée, là par contre, il y a des études scientifiques qui montrent que faire une activité physique adaptée journalière, régulière, permet de diminuer d'une part les séquelles, de diminuer le risque de rechute. Et ça a été, alors c'est pas du tout mon domaine, mais ça a été aussi pas mal publié dans le cancer du sein de la femme, par exemple. Donc oui, à l'activité physique adaptée. Donc ça, c'est jamais contre-indiqué en général, l'activité physique, même surtout une marche, quand elle est adaptée. Quand elle est adaptée aux patients et individualisée, on va dire. Alors, on m'informe que à juste titre que l'abattement fiscal est de 66%. Donc concrètement, si vous donnez 100 €, ça ne vous coûte que 44 € puisque vous avez une réduction. 34, pardon, oui, 34, je ne suis pas réveillé. 30, donc c'est encore mieux, ça ne vous coûte que 34 €. Donc effectivement, n'hésitez pas à faire un don puisque l'État, par sa politique fiscale, incite les Français et les contribuables à donner aux associations comme la Ligue contre le cancer. Alors la deuxième question qui nous est arrivée, on m'a diagnostiqué une leucémie myéloblastique en mars 2020. Je suis aujourd'hui en rémission totale, donc on est heureux pour cette personne. J'ai été très bien suivi et soigné par l'Oncopole de Toulouse, donc voilà, notre satisfait site. Je suis surpris de ne pas avoir été questionné sur mon mode de vie, mes habitudes alimentaires ou mon niveau de stress, par exemple. On va en parler. Existe-t-il une base de données pour une recherche de causes racines ? Ah ben, là, c'est le fameux stress de l'environnement. C'est pas systématique, on n'interroge pas forcément. Non, il n'existe pas de questionnaire de ce type de manière systématique. Dans la prise en charge d'un patient, c'est pas forcément
des informations qui vont être nécessaires pour un clinicien pour décider d'un traitement. Donc ça peut expliquer pourquoi on ne le demande pas forcément pour les premières consultations. Et en population générale, il y avait plein d'éléments qu'on ne questionnait pas parce qu'on ne savait pas que ça pouvait être important. Et donc aujourd'hui, on se dit, ah ben tiens, on ne m'a pas demandé si mon exposition à tel ou tel produit chimique était un facteur de risque. Sauf qu'il y a 20 ans, au moment où on a mis en place ces cohortes, on ne le savait pas. Voilà, et donc en fait, on est toujours en train de courir après ces connaissances-là et demander a posteriori à des gens adultes quelles ont été leurs expositions, par exemple, quand ils étaient enfants, ce que nous, on essaie de faire dans certains travaux, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on ne s'en souvient pas ? Vous vous en souvenez, mais en partie, et surtout vos souvenirs, ils vont être modifiés par plein de choses que vous avez vécues entre-temps et qui peuvent modifier votre réponse. Donc ça pose plein de questions méthodologiques qui expliquent pourquoi aujourd'hui, on n'a pas une base sur laquelle on peut appuyer sur un bouton et dire voilà nos expositions chimiques, voilà nos expositions stressantes et comment ça peut jouer sur la survenue par exemple d'un cancer. Mais maintenant qu'on a cette connaissance de l'importance de l'environnement, est-ce que systématiquement quand on rentre dans un protocole de soins ou après un diagnostic, est-ce que là on commence aujourd'hui en 2021 à poser ces questions ou pas ? Vous avez il y a des comportements qui vont être systématiquement demandés maintenant. Par exemple le tabagisme, les consommations d'alcool, le poids va être répertorié. Les expositions, par exemple, stressantes ou chimiques ou physiques, c'est plus difficile. Parce que vous imaginez un médecin en consultation qui vous voit pour la première fois, on va vous poser des questions multiples et variées. Quand on parle d'exposition chimique, ça peut vous tenir 1 heure de parler de toutes ces expositions sans que vous connaissiez forcément ces réponses. Donc on essaie d'avoir ces éléments par d'autres moyens que directement pendant la consultation clinique où les médecins ont autre chose, entre guillemets, à faire que de devoir collecter toutes les expositions potentielles des patients. D'accord. Geneviève Plat, oui. En pédiatrie, nous, on a cette base de données, en fait. On a un registre qui s'appelle le registre des cancers de l'enfant, qui a été créé dans les années 90 également, qui est géré par une unité INSERM à Paris, où en fait tout enfant diagnostiqué d'un cancer en France va être inclus dans ce registre avec un questionnaire justement d'exposition au risque, de localisation géographique par rapport, par exemple, à la question des pesticides. Est-ce qu'on a plus d'enfants d'agriculteurs, plus d'enfants de viticulteurs et aujourd'hui, on publie pas mal de choses sur ces facteurs de risque qu'on ne trouve pas. Mais on a cette base de données. Vous avez cette base de données. Oui. Donc c'est quelque chose qui va se constituer au fil des années, évidemment. Voilà pour la réponse pour ce monsieur qui visiblement est en rémission, donc on est heureux pour lui. Alors une question qui nous arrive. Âgé de 46 ans, je suis actuellement suivi pour des métastases osseuses d'un carcinome adénoïde kystique pour lequel j'ai été opéré en janvier 2020 et traité par radiothérapie localisée. Je souhaiterais savoir si des études sont en cours pour la recherche d'un traitement à cette maladie. Alors alors là on n'est pas sur un cancer liquide si mes connaissances sont bonnes. Enfin je sais pas, mais est-ce que quelqu'un sait répondre parmi vous trois? Non, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je suis plutôt monomaniaque, donc les questions sur la leucémie gumulide éventuellement. Les autres cancers, c'est plus d'accord. Oui. Ok. Bon, mais on va peut-être inviter cette personne à essayer de se rapprocher de la Ligue et je pense que quelqu'un à la Ligue pourra peut-être lui donner un début de réponse ou en tout cas des pistes de recherche. Alors, est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées? Oui. Alors, montez le son, ça on peut le faire. Peut-on avoir un avis, une information sur le vaccin thérapeutique testé sur Toulouse? Merci bien à vous. Oui, effectivement, on a annoncé, la communauté scientifique à Toulouse et la dépêche s'en est fait l'écho il y a quelques jours d'un vaccin thérapeutique contre le cancer. Est-ce que c'est aussi, ça peut s'appliquer à des cancers liquides, à des leucémies, ce mode de thérapeutique ou pas? Je me retourne vers le médecin. Le médecin peut venir nous rejoindre pour répondre, il n'y a aucun problème. Mais tu vois, c'est indispensable. Alors, sinon, venez près de moi, ça sera plus simple. Comme ça, vous allez... je vais peut-être répondre un tout petit peu à la question précédente sur un cancer très rare. Les équipes qui travaillent au CRCT à Toulouse travaillent aussi sur des mécanismes de transformation des cellules. Et parfois, c'est commun entre un cancer de la peau et un cancer des ganglions. Un médecin n'aurait jamais dit ça.
micro. Pardon, un médecin n'aurait jamais dit ça, mais quand on regarde la science dans la cellule, les mécanismes intimes de transformation, on trouve des choses identiques. Donc des traitements de cancer de peau ont été utilisés en hématologie, par exemple. D'accord. Donc en fait, faire de la recherche sur le cancer, ça marche toujours. On trouvera quelque chose qui correspond à une maladie très rare. Et donc voilà, comme la recherche dans les gènes, le généton, le téléthon a servi à la recherche contre le cancer, la recherche au CRCT sur des maladies précises sert à d'autres cancers plus rares. Donc il y a tout à fait ce genre d'approche. Et puis pour répondre au vaccin, donc le vaccin c'est dans un cancer particulier ORL qui correspond aussi, on le sait, à des expositions à des virus, etc. Et donc en fait la stratégie de vaccin contre le cancer est utilisée depuis des décennies avec beaucoup d'échecs. Et finalement, maintenant qu'on comprend mieux les mécanismes par lesquels le système immunitaire ne voit pas le cancer, on comprend comment le réactiver. Et là, le terme vaccin est un petit peu bizarre, parce qu'un vaccin, évidemment, c'est pour éviter la maladie, on est d'accord. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est de dire, OK, le système immunitaire a raté, mais il est toujours au contact de la tumeur, on peut peut-être le réveiller et l'envoyer vraiment attaquer la tumeur. Et ça marche très bien dans certains types de cancers. Là, ORL, ça marche très bien. Emma Ayoub a fait une super étude. Donc c'est vraiment une vraie avancée dans ce type de cancer qui autrement était traité de façon très dure avec radiothérapie, chirurgie très délabrante. Donc vraiment cette stratégie-là est plus efficace et sera de toute façon beaucoup moins toxique et ça rejoint un petit peu les considérations du docteur Wilson. Donc en fait cette approche-là correspond à encore une fois, on l'a déjà dit, mais à un type de cancer. Et pour répondre à la question, dans les leucémies aiguës, il n'y a pas ce genre d'approche-là pour le moment. Ça a été testé en hématologie dans les cancers du ganglion. Ça n'a pas été très efficace et ça a été abandonné. On travaille sur des stratégies de réveil du système immunitaire, mais pas celle du vaccin. D'accord. Alors, je vous garde avec moi, parce que vous êtes une ressource précieuse. Mais pour la question d'après, oui. Oui, alors la question d'après, mais d'abord, je vais poser la question de Jean-Guy Conju, qui nous demande quels sont les critères d'attribution de l'aide en pourcentage aux différents cancers. Certains et lesquels, plus nombreux, sont-ils prioritaires ? Alors, très bonne question. En effet, donc, quand nous recevons tous les projets chaque année, alors, on regarde aussi ce qui a été financé l'année d'avant, de manière à pouvoir aussi mettre un tout petit peu en avant les travaux d'équipe qui n'ont pas eu les financements l'année d'avant, de manière à être vraiment le plus large possible et ne pas avoir de critères d'attribution. Par exemple, tout pour la leucémie aiguë, comme cela semble être le cas aujourd'hui. Non, c'est pas du tout ça. C'était un exemple. Voilà, c'est ça, un exemple tout à fait excellent, mais nous faisons très attention à ça. On fait attention, donc il y a trois choses. Donc on a, dans le comité scientifique, on va attribuer des financements à des projets scientifiques, type de Jean-Manuel, à des projets d'études cliniques, beaucoup plus en application, exactement. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est sciences humaines et sociales, mais aussi, je pense à télésuivi de patients, suivi oncologie, suivi par des sexologues, suivi par des psychologues, suivi par des nutritionnistes. Donc il n'y a pas que du médical là-dedans, c'est vraiment important. Donc la dimension du soin est très importante, et notamment le soin au lit du patient, vraiment. Donc la surveillance, les registres, l'épidémiologie, c'est très important. Et parce que c'est très mal financé par les autres sources de financement en France. Donc c'est vraiment important que Donc en fait, la Ligue vient un peu compenser ce qui n'est pas financé. Oui, complètement. Et puis les travaux dont ils ont parlé, quand ils font des publications, cela leur permet ensuite de demander des financements bien plus importants au niveau français ou au niveau européen. Donc voilà, on a besoin au départ de 30 000 euros. C'est aussi un tremplin pour la suite. Complètement. On a besoin de 30 000 euros pour l'année d'après, demander 300 000 euros ou 3 millions d'euros. D'accord. OK. Alors, une question de Bruno Martin. Quel est l'état des connaissances actuelles sur les marqueurs liés au cancer et au LAL? Alors, vous allez devoir m'aider. En particulier, les protéines spécifiques de surface appelées CD, Cluster of Differentiation, ou des antigènes particuliers, les immunoglobines. Est-ce que la cartographie est complète? Quelle est l'incidence de ces marqueurs sur le pronostic? Alors, je vais répondre. En fait, ces marqueurs qui sont à la surface... Alors peut-être, est-ce qu'on peut expliquer la question? Parce que, oui, monsieur, c'est ça, en fait. Parce que pour le grand public, je pense que ça va être... L'idée, c'est que pour faire un diagnostic de leucémie, en fait, on va regarder la cellule cancéreuse et on va regarder ce qu'elle exprime à sa surface et ce qu'elle exprime aussi à l'intérieur. Et il y a ce qu'on appelle des clusters de différenciation, des protéines qui sont des protéines de reconnaissance du soi ou du non-soi dans le système immunitaire, qui sont spécifiques de certaines leucémies, en fait. Donc, ça va permettre de faire un diagnostic précis de cette maladie, en fait, de lui donner une carte d'identité. Et de cette carte d'identité,
cette fameuse expression des clusters, va découler un pronostic. Voilà, c'est ça qui est important. Et maintenant, dans un deuxième temps et dans l'avancée des connaissances, on sait maintenant faire des thérapies ciblées, c'est-à-dire qu'on sait cibler ces protéines d'expression à la surface de la leucémie et faire un traitement spécifique, ciblé, qui est au-delà de la chimiothérapie, en fait. D'accord. Très bien. Alors, une question pour la Ligue. Je suis médecin généraliste retraité, Madame Mado Coulette. Avez-vous besoin de bénévoles? Alors, est-ce que c'est... La réponse est oui. Donc, vous pouvez aller cliquer sur Contact sur le site de la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne et entrer en relation avec les équipes et votre aide, visiblement, sera bienvenue. Alors, bonjour. Lors de la prise en charge de mon second cancer, œsophage, j'ai bénéficié d'un protocole de recherche clinique sur le CHU de Toulouse-Rangueil par chimio combiné à de l'immunothérapie puis radiothérapie. J'ai été questionné sur mon environnement de vie, fameux, le stress, interaction sociale, etc., tout au long de mon traitement. Par contre, je n'ai jamais eu de retour. Pourquoi le malade, s'il ne recherche pas par lui-même, n'est pas associé plus facilement au retour d'études? Il pourrait pourtant rechercher à adapter ses choix de vie. Est-ce qu'il y a un aller-retour qui se fait avec le patient ou c'est... Donc il y a plusieurs éléments de réponse. Pour la fin de la question, la réponse est oui, ça se fait de plus en plus. On se retrouve maintenant, alors à la Ligue c'est le cas par exemple, avec des patients ou d'anciens patients qui vont être sollicités sur des orientations de recherche et même sur l'évaluation de certains projets. Et donc je me suis retrouvé à devoir défendre des projets avec des patients qui sont donc non scientifiques entre guillemets, mais qui avaient la même voie que d'autres partenaires autour de la table scientifique pour pouvoir interroger l'intérêt du projet de recherche. Et ça se fait de plus en plus. Et ça va encore augmenter. Et c'est quelque chose de très, très bien. Et notamment au sein de la Ligue, c'est quelque chose qui est institué depuis très longtemps. Ce n'est pas forcément vrai dans toutes les structures, mais ça se fait de plus en plus. Et donc pour la première partie de la question, tout à l'heure, quand on m'a posé la question sur ces bases de données, j'ai dit qu'il n'y en avait pas de manière instituée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des recherches et qu'il n'y a pas des endroits où on s'intéresse à ça. Et typiquement, au sein de l'Oncopole, il y a un projet qui a été pensé, qu'on a appelé Parolotech, où en fait, on a tellement l'habitude de conserver des tumeurs, de conserver du sang, de conserver des éléments biologiques des personnes, qu'on s'est dit qu'on allait aussi conserver leurs paroles. Et donc, on a utilisé ce mot parolotech. Et évidemment, c'est pour les faire parler sur ces facteurs de risque différents et permettre d'enregistrer ces informations qu'on pourrait aller réinterroger par la suite, comme avec du matériel biologique. C'est encore en train d'être mis en place, mais typiquement, dans les cancers ORL, c'est des partenaires cliniciens avec qui on a discuté de ça et qui sont ouverts à ce type de réflexion. Très bien. C'était une question de Maurice Cobel. Alors, une question de Dorian Tétier à Marie. Bonjour, j'ai une question concernant les recherches effectuées à l'Oncopole de Toulouse. De quelle manière est-ce articulé avec d'autres pôles oncologiques de France, j'imagine? Est-ce que les recherches et les résultats circulent, entre guillemets, d'une région à l'autre? Super conférence, merci à vous. Du coup, est-ce que l'Oncopole de Toulouse fait bénéficier, on parlait de cette diffusion du savoir, ça circule en France, mais visiblement aussi à l'international? Oui, alors pour ce qui est de la recherche, je dirais plus fondamentale, ce que je connais mieux, évidemment, le fait de publier, c'est une dissémination, je dirais, planétaire. Du coup, les collègues du même domaine ou d'autres domaines peuvent avoir accès à ces publications, donc résultats, peuvent nous contacter et il y a un échange. Donc je suis oncologue à Nice, je vois votre publication, oui, je peux rentrer en contact et puis m'emparer de vos recherches. Et nous-mêmes, on a de nombreuses collaborations. Toutes les publications que nous faisons depuis des années, ce sont des consortiums de groupes de recherche et de groupes cliniques, parce que nous, on utilise quand même pas mal le service d'hémato, et les échantillons, on a accès à ces échantillons précieux, et on bénéficie aussi des collaborations qu'a le service clinique avec d'autres services cliniques. Oui, il y a une diffusion, on a un partenariat privilégié avec Montpellier, parce qu'on travaille bien avec eux, avec Barcelone, avec un projet européen aussi depuis une année. Et évidemment, comme j'ai fait un bout de ma carrière aux États-Unis avec mes collègues américains, on a beaucoup d'échanges. Très bien. Donc diffusion vraiment globale.
Très bien. Alors, une question de Jacques Paris. Alors, question d'actualité. Bonjour, face au Covid et aux fragilités immunitaires, y a-t-il des alternatives envisageables cette année en accompagnement, j'imagine, de patients atteints de cancer? Et un cancéreux sous traitement peut-il être vacciné contre la dite Covid-19? Alors, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Je pense que la vaccination aujourd'hui est fortement conseillée dans cette population de fragilité de défense contre les infections. Ce qu'on voit, en tout cas nous, dans le milieu pédiatrique, c'est que tous ces patients sont déjà habitués dans leur quotidien aux gestes barrières. En fait. C'est-à-dire quand on fait le diagnostic d'un cancer et qu'on met en place une chimiothérapie, on crée une immunosuppression, donc on crée une fragilité contre les infections. Et donc les patients et leurs accompagnants eux-mêmes ont déjà cette habitude des gestes barrières, en fait. Donc, il faut continuer les gestes barrières. Il ne faut pas lâcher, Et il faut, dès que la vaccination sera accessible pour tous. Alors, les patients porteurs d'un cancer en cours de traitement, alors Loïc, tu diras, mais font partie des patients prioritaires, en fait, dans la vaccination contre le Covid. Nous, en pédiatrie, on n'a pas encore l'AMM pour les moins de 16 ans. On espère que ça va arriver vite. Donc, on a l'autorisation de mise sur le marché. Ouais, l'autorisation, pardon. Et donc, on a, pour le moment, les moyens de vacciner nos plus de 16 ans. D'accord. Donc en effet, le professeur Fischer a dit à la radio très officiellement que les patients traités pour un cancer faisaient partie des patients à risque et donc prioritaires pour la vaccination. Il faut faire attention aussi au type de vaccin. Actuellement, le vaccin par ARN est autorisé, mais le vaccin vivant atténué est souvent contre-indiqué parce qu'en fait, les gens sont ont un système immunitaire trop déficient pour vraiment avoir une réponse à ce vaccin-là. Et il y a même un petit risque à avoir une maladie. Donc les vaccins vivants atténués, en général, ne sont pas considérés comme les meilleurs pour les patients atteints de cancer et surtout d'hémopathie, les cancers du sang, les nôtres, où là, l'immunosuppression est encore pire que dans les cancers solides, notamment chez les greffés de moelle. Et donc, pour ce qui est de la première partie de la question, nous avons organisé, des télésuivis. Alors, le premier confinement, c'était 100% de télésuivi parce que c'était fermé de chez fermé en mars-avril. On a vu très peu de cas, heureusement, autour de la région toulousaine. Maintenant, c'est beaucoup plus le cas. Et on a repris notre télésuivi pour les patients qui le demandent. Donc, personnellement, j'ai des patients plus octogénaires, qui ne veulent pas se déplacer du fin fond du Lot ou du fin fond de l'Aveyron, pour reprendre votre image. Et donc, du coup, on les a en télésuivi. Les appelle, on reçoit leur prise de sang, par exemple, ou leurs résultats de scanner. On les appelle et on fait ça par téléphone. Donc, en fait, c'est une nouvelle façon de travailler qui, au départ, faut être franc, on n'aimait pas ça. Moi, personnellement, je détestais ça. Mais finalement, les patients font quand même 150 km pour venir à Toulouse et 150 km pour rentrer chez eux. Donc c'est beaucoup, oui. Voilà, donc 300 km pour dire tout va bien, merci, au revoir. Bon, voilà, le télésuivi est très très bien. Et avec Cyril, on a même des programmes de recherche sur justement cette question, comment l'infirmière de télésuivi améliore la survie des patients. Et c'est des programmes qu'on a fait ensemble, qui sont très toulousains pour le coup, et qui ont disséminé à toute la France. Et donc là, on est en train de monter des projets nationaux avec des très gros financements pour faire des évaluations médico-économiques de ça. On a démontré que ça a amélioré la survie des malades. Maintenant, on va démontrer que c'est coût efficace pour la société française. Et juste un complément sur la question. Il y a depuis mars de l'année dernière, il y a des cohortes qui ont été lancées sur Covid et cancer pour justement se poser la question de la prise en charge de l'exposition au Covid, du risque d'infection, du risque de progression chez des patients cancéreux. Donc dès le début, il y a eu des équipes de recherche qui se sont mobilisées pour pouvoir amener des éléments sur cette question-là. Donc voilà. Très bien. Il me reste à vous remercier tous les 4 même. Merci de votre renfort qui nous a permis de répondre aux questions de nos internautes. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Je vous souhaite beaucoup de dons à travers la Ligue pour pouvoir financer vos projets, parce qu'on a vu que concrètement, ça avait une incidence évidemment sur la recherche, mais aussi sur les traitements et sur le confort des patients. Et la Ligue est très attachée au confort des patients, notamment dans le traitement. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis à travers cette émission digitalisée, pandémie oblige. N'oubliez pas, vous avez l'adresse de la Ligue cancer31.fr pour faire un don. Vous avez vu que c'est très important pour nos chercheurs, pour qu'ils continuent à chercher, à trouver et à vous soigner. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt.